Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo Mama Christian Chiwewe. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ces produits est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je pense que vous êtes là, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ces nouveaux numéros, mais toutes nos excuses d'abord, puisque nous commençons cette émission avec un grand retard, mais l'essentiel c'est de vous préparer quelque chose de bon qui va vous permettre de bien terminer la journée avec une analyse sur la situation de la République démocratique du Congo. C'est notamment la situation politique. Nous allons rester aujourd'hui sur la situation politique et nous parlerons peut-être demain de la situation sécuritaire. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais nous voudrions terminer aujourd'hui ces 3 jours avec la situation politique en RDC, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui. Donc, nous allons terminer avec la situation politique. Je pense que vous avez été nombreux à réagir à notre émission d'hier. Je pense plus de 50 000 personnes ont vu ça, ou plus même. Les réactions sont dans tous les sens. Est-ce que Kamere Azafiti, pourquoi Kameraza, président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a le soutien du président de la République? Est-ce que Kamere est bon ou Kamere est mauvais? Tout le monde a commenté de sa manière et je pense que je demande ici aux uns et aux autres, vous, pro Kamere, vous qui êtes pro Tshisekedi, vous êtes pro je ne sais pas moi qui,
Ici, c'est une analyse politique. Évitons d'y mettre des émotions. Évitons d'y mettre des sentiments. Donc, on risque tout ça l'analyse à Mabé, puisque nous mettons des sentiments dans ce que vous voulez peut-être entendre de moi, ou vous voulez que je dise pour vous satisfaire, ainsi de suite. Je n'ai jamais été contre qui que ce soit. J'aime bien Veka, j'aime bien Félix Tshisekedi, j'aime bien Moïse Katumbi, j'aime bien Martin Fayulu, j'aime tout le monde. Mais quand il s'agit de faire une analyse objective, équilibrer les bons et les mauvais côtés, que cela ne dérange personne. Je pense que je l'ai dit avec insistance, puisque je sais pourquoi je l'ai dit. J'ai reçu Talaba appel. Bamoussoussouko intimidé, Bamoussoussouko loba, Bamoussoussou, ainsi de suite. Ce n'est pas aussi un grand problème, mais l'essentiel est qu'honoré, je reste depuis au Banda Kolanda émission. Je pense que je n'ai pas bougé. Je reste toujours dans la même direction. Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire une analyse très, très haut. C'est mixé, hein? Bon, c'est français en lingala. Nous allons vous faire une analyse au que au comprendre occupé batumusus. Après, l'obito salake émission, caméra, supposons. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est ces duels. Vital Kamere Wakaningini et puis Judith Soumanoa, je pense bien. Non, Souminoa, excusez-moi. Maman Judith, première ministre. Donc, Vital Kamere Wakaningini et Maman Judith Souminoa. Comment les choses vont se passer entre ces deux grandes personnalités. Nous allons mettre ces deux personnalités en exergue aujourd'hui. Notre débat tournera autour de ces deux personnalités. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme toujours, vous ne serez pas déçus. Puisque j'ai une personne très importante qui comprend bien la région de Grand Lac, qui comprend bien les circuits ou les secteurs politiques de la RDC. Il s'appelle Eric Mwamba, un journaliste d'investigation qui vient de publier un article très important. Je vais vous montrer quelques extraits. Je prends Eric puisqu'il est sur les dossiers de la RDC. C'est là où il passe toute sa vie. Il publie son journal élu à travers le monde. Monde Mobimba Baebi. S'ils veulent avoir des informations crédibles, fouillées de la RDC et l'extérieur a besoin de recourir au journal, grand journal. Peut-être Bichette évité, mais c'est ça la réalité. Alors, j'ai l'éditeur en chef du grand journal, Eric Mwamba, qui est avec nous depuis l'Australie. Eric, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour Ashkar, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci Eric, merci d'être avec nous. Vous avez toujours été réclamé par nos téléspectateurs. Mais Mikolo, Eric, Eric, vous êtes là aujourd'hui pour analyser la situation politique avec ces intellectuels congolais qui suivent cette émission aujourd'hui. Quand je parle intellectuel congolais, je ne vois pas celui qui a un diplôme d'AVAD, un diplôme multi-docteur, où je vois la personne qui comprend les choses, qui a un discernement. C'est ça. Et puis, on a les diplômes. Ah, il y a un diplôme là-bas. C'est pourquoi les choses marchent. Alors, donc, je voudrais apporter cette précision. Eric, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, très bien, merci. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, HK. Ici, en RDC, c'est à peu près 22h, 21h. Lubumbashi, 22h, 21h. En Australie, vous êtes déjà à 5h, 6h? Ouais, c'est 6h du matin. 6h du matin. Ouais. Eric, merci d'être là pour aider les Congolais à comprendre, d'après vos investigations, comment les choses vont se passer entre les deux grandes personnalités de la République aujourd'hui. Je cite Madame Judith Souminoa et Monsieur Vital Kamere Wakaningini. Voilà. Alors, d'entrée des jeux. Non, ça c'est, excusez-moi, ce n'est pas la fiche qui devrait être placée derrière. Je demande qu'on puisse changer ça. On va tout de suite changer. On change avec cette affiche de ces deux grandes personnalités. Et nous avons Vital Kamere Wakaningini et Madame Judith
Souminois, qui est voilà. Alors donc excusez-moi, un petit problème. Voilà, les choses s'organisent quand même. Nous sommes en train de nous organiser très très rapidement et voilà, c'est parti. Alors Eric, aujourd'hui d'abord, on commence l'actualité par ces déplacements du chef de l'État. Vous savez, jusque hier, j'ai reçu des sons, des gens qui confirment que Félix Tshisekedi est mort. Il est dans une morgue quelque part. Et oui, oui. Félix Tshisekedi est mort. Il est dans une morgue quelque part. J'ai les sons. Si tu veux, je te mets ça. Et il semble-t-il, il a été abattu, même avec son garde du corps. Les gens et la personne qui m'envoie ça, c'est pas la moindre, hein, mais elle aussi me dit que c'est une structure de l'opposition qui est en train de circuler ça. Alors aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas mort, il est vivant. Il a été à Kitambo pour inaugurer les lancements ou pour poser une première pierre de lancement des travaux de l'hôpital général de Kitambo. Un grand hôpital qui aujourd'hui a été abandonné depuis quelques années. Alors, tu vas nous en parler un peu. Tu as vu le chef de l'État quand même? Oui, effectivement, je confirme que le chef de l'État est à Kinshasa. Il a été à Kitambo pour l'inauguration, en fait, la pose de la première pierre pour le lancement des travaux d'innovation de la maternité. Cette maternité se trouve au sein de l'hôpital général de Kitambo. Donc, il faut préciser que cet hôpital a été construit en 1952 par les colons, par les Belges. Et il faut préciser que depuis cette période, les dernières années de l'indépendance, plus de 60 ans de l'indépendance, l'hôpital n'a pas été rénové. Alors, ici, il faut saluer la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État de rénover les infrastructures sanitaires, puisqu'il faut se rappeler que en 2019-2020, lorsque la COVID-19 s'est déclarée en République démocratique du Congo, on envoyait le prélèvement des examens, par exemple, prélevés à Bukavu ou à Goma, on les envoyait à Kinshasa et cela prenait 2 semaines avant que les résultats ne puissent rentrer à Goma ou à Bukavu. Donc, la situation était pareille sur l'ensemble du territoire national. Il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait pas d'infrastructure sanitaire suffisante. Mais moi, j'ai un problème, HK. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oui, le problème, c'est que chaque fois que le chef de l'État se déplace, on a comme l'impression que le pays, ou soit la capitale, est paralysé. C'est-à-dire, vous avez des ministres. Hier, par exemple, j'ai vu pour cette cérémonie de pose de la première pierre, il y avait une grande partie du gouvernement qui a suivi le président. Donc, les gens ont fermé des bureaux. Il y avait des généraux militaires, des conseillers de la présidence, des ministres qui ont fermé leurs bureaux pour suivre le chef de l'État dans cette cérémonie des poses pour le lancement des pierres, pour le lancement des travaux d'une maternité. Et pourtant, ces travaux sont confiés au service national. Il faut préciser que le service national n'est pas un service gouvernemental. C'est un service spécialisé, un service technique de l'État, puisque tous les services de l'État n'appartiennent pas au gouvernement, puisque le gouvernement est une des institutions de l'État. Donc, les travaux exécutés par les services nationaux ne devraient pas, en principe, entraîner les déplacements massifs des conseillers. Alors, qu'est-ce que cela cache? Et là, je comprends qu'il y a un problème alors. Oui, en fait, quand on mène les enquêtes, on constate que les gens qui organisent ce genre de scénarios, ils ont un enjeu. L'enjeu, c'est de sortir des fonds de l'État. Donc, on va dire non, le président va se déplacer, il y aura tel nombre de personnes, tel nombre de ministres, tel nombre de généraux
On sort l'argent, des millions de dollars, des caisses de l'État pour aller organiser cette cérémonie. Par exemple, pour cette cérémonie à la maternité de Kitambo, moi, j'aurais voulu, comme on le voit par exemple dans d'autres pays, qu'on puisse publier par exemple le coût des travaux, combien ces travaux vont coûter, tel qu'on le voit dans d'autres pays. Vous avez une pancarte, on écrit le coût des travaux, on écrit la durée des travaux, on écrit le nom de maître d'ouvrage. Comme ça, on évite la surfacturation. Comme ça, tout le monde est suffisamment informé du temps, du coût et tous les services impliqués. Oui, comme ça, on permet à la population de suivre. C'est ça qu'on appelle la transparence dans la gestion des fonds publics. C'est ça qu'on appelle la redevabilité. Pas déplacer toute une partie du gouvernement. J'ai vu même le ministre de la Défense nationale était là-bas. J'ai vu le vice-ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, pour aller juste poser la première pierre des travaux. Et il faut préciser un détail très important. Oui. Il y avait toute cette foule de personnalités de la République, mais la dame qui dirigeait le service du protocole a bien précisé, lorsqu'il s'est agi que le président aille poser la première pierre, la dame a bien précisé que le président va être accompagné par 4 personnes. Donc, elle a appelé le président, elle a appelé, c'était une dame, elle a appelé le président, elle a appelé le ministre de la Santé, la dame médecin, directeur général de cet hôpital et l'architecte. Donc, en tout, 5 personnes et toutes les autres personnalités des ministres, des généraux, ils sont restés assis. Donc, c'est vraiment un véritable gâchis. Ça doit être un problème. Laisser les bureaux, fermer les bureaux et suivre les présidents sur terrain. Je me dis, est-ce qu'il y a un problème? Je pense que la première ministre, nous attirons quand même l'attention de la première ministre qui entre en fonction pour qu'elle puisse faire les choses autrement. Puisque même quand on travaille au niveau international sur des dossiers, quand vous appelez, vous travaillez avec un conseiller du président, on vous dit toujours non, mais le conseiller ne sera pas là puisqu'il voyage avec le président. Donc, ça crée un dysfonctionnement inutile dans l'appareil de l'État. Ça n'a aucun sens. Alors, merci beaucoup. Eric Mwamba, on commence bien avec tes analyses. Et aujourd'hui, tu as décrypté dans ton journal, grand journal, je peux montrer aussi un exemple, mais les grand journal aujourd'hui se focalise sur deux thèmes ou des sujets importants. C'est cette nomination, ou soit cette petite élection au sein de l'Union sacrée, la première depuis que la République démocratique du Congo existe, et en même temps, tu parles et tu fais des prophéties sur les gouvernements qui vont sortir. Alors aujourd'hui, nous allons voir entre les deux grandes structures, nous parlons de l'Union sacrée représentée ici par Vital Kamerhe Kaningini, même au Parlement, et nous parlons du gouvernement qui va sortir, dirigé par cette grande dame de fer, Judith Suminwa. Et vous avez fait de grandes révélations aujourd'hui. Je vous invite à partager ce que vous avez conçu, les résultats de vos enquêtes avec nos téléspectateurs. Commençons d'abord par la question de Vital Kamerhe Kaningini, élu comme candidat unique de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était une surprise pour vous ou vous vous attendiez à ces résultats? Bon, il faut d'abord préciser, HK, que M. Vital Kamerhe, c'est un allié personnel du président de la République. Donc, je précise ça puisqu'il n'est pas l'allié de l'UDPS, puisque l'UDPS a toujours vu en Vital Kamerhe quelqu'un, un traître potentiel ou un infiltré. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la coalition cash après l'accord de Genève, le président, la coalition cash, c'est l'œuvre du président Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, qui est le président du parti politique l'Union pour la Nation congolaise. Et là, c'est loin de l'UDPS, loin de l'UNC. Donc, ce sont les deux alliés personnels. C'est ça que vous dites? Ce sont les deux alliés politiques personnels.
c'est une relation politique hybride, c'est-à-dire qui se passe très bien entre les deux personnalités, jadis de l'opposition, mais au niveau de leur parti politique, ça a toujours été comme chien et chat. Donc les deux partis politiques ne s'entendent pas, puisqu'ici, il faut quand même préciser que l'objectif de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et à ce titre, la coalition Cash a été créée pour permettre à Vital Kamerhe de soutenir le président Tshisekedi aux élections de 2018 et Tshisekedi devait le soutenir aux élections de 2023. Alors, ce qui n'a pas été apprécié par l'UDPS et il y a eu toujours des accrochages. Et j'ai vu tous les discours changer, du genre l'accord ne doit pas être au-dessus de la Constitution. Tu sais qu'il y a 2 mandats et tout s'arrête comme ça. Je pense que c'est là où ils se sont même un tout petit peu divisés par rapport à la manière de voir les choses. Hein. Alors cela dit, je précise, maintenant là, il faut préciser aussi que Vital Kamerhe, de son côté, est un leader politique quand même très habile et puis un véritable tacticien. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le rouage politique. Donc, chaque fois, il fait un effort pour escamoter les pots de bananes qui lui ont toujours été jetés sur le passage. Sur son chemin, oui. Sur son chemin. Il faut rappeler que lorsqu'il est évincé de l'Assemblée nationale en 2008, il crée son parti, donc il quitte le PPRD, il crée son parti, l'UNC, qui devient un grand parti, l'un des partis aujourd'hui qui peuvent revendiquer l'ancrage sur l'ensemble du territoire national. Donc, il s'en sort quand même et on le voit, il continue à participer à tous les accords, ce qui fait que lors des accords de la CENICO, il se retrouve dans le gouvernement, il a des membres du gouvernement qui dirigent des grands ministères tels que le ministère du Budget. Et quand il est nommé directeur du cabinet du chef de l'État, puisqu'ils n'ont pas eu la majorité, il n'a pas la possibilité d'avoir le poste de Premier ministre, quelques temps après, il va en prison. Et quand il va en prison, l'UDPS jubile, ses détracteurs politiques considèrent que c'est la fin de l'homme. Et il y a l'UNC qui veut tomber dans cette piège pour entrer en rixe contre l'UDPS, mais Vital Kamerhe, en tant que tacticien, en tant que politicien habile, il gère bien sa relation avec le président Félix Tshisekedi. Après, il est acquitté et, miracle, il est nommé ministre, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Alors, aujourd'hui, il faut préciser que la majorité de la population ne veut pas voir les anciennes figures dans les institutions. Donc, par exemple, vous avez vu quand Mme Souminoa a été nommée première ministre, il y a eu quand même des réjouissances. Presque l'ensemble de la population, y compris l'opposition. Tout le monde est unanime que le président a fait un bon choix. Donc, par conséquent, je considère que le primaire qui ont été organisés et qui ont permis à Vital Kamerhe de devenir le candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale est une erreur stratégique de la part de l'UDPS. C'est ça, j'en viens, puisque je suis en train de lire quelque part, vous dites que l'UDPS s'est tiré d'une balle dans la jambe. Oui, l'UDPS s'est tiré une balle dans la jambe puisque comme il y a eu 3 grandes figures, c'est-à-dire le professeur Bahati, Vital Kamerhe et le président Mbosso, le président actuel sortant de l'Assemblée nationale, Mbosso, ce sont des leaders intergénérationnels et ce sont des leaders, je dirais, gérontocrates dont les gens ne veulent pas. La grande majorité, quand vous faites des enquêtes, quand vous interrogez la grande majorité de la population, les gens vous disent très bien qu'ils ne veulent pas du retour de ces personnes dans les institutions puisque chacune d'elles a déjà dirigé ces institutions. Vital Kamerhe était à l'Assemblée nationale, Modeste Bahati est le président sortant du Sénat et Mbosso est le président sortant de l'Assemblée nationale et les résultats sont mitigés. Voilà pourquoi la population, dans sa grande majorité, y compris l'opposition, ne veulent pas de ces gens. Alors, pourquoi je dis que c'est une erreur politique? Comme ils n'ont pas, les 3 n'ont pas dégagé
un consensus pour se mettre autour d'une candidature, le président Félix Tshisekedi avait une alternative. Donc, il avait une autre arme à sa disposition, mais qu'il n'a pas dégainé. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le président Tshisekedi qui a piégé tout le monde? Puisque toute l'UDPS, en tout cas, en ce qui s'est raconté, toute l'UDPS était derrière Mbosso. Quand je parle de l'UDPS, c'est l'UDPS de la rue que nous connaissons, les combattants de gauche à droite, la plupart soutenaient Mbosso. Et Bahati semblait ne pas avoir les soutiens de l'UDPS. Même chose aussi avec Kamere. Est-ce que le président savait que les résultats seraient Kamere, son ami ou son allié personnel, vous l'avez souligné tout à l'heure, était celui qui sera, à la fin des choses, président de l'Assemblée nationale, mais il voulait jouer sur la psychologie de son parti et des autres membres combattants de différents partis. En fait, il faut considérer que, il faut que ceux qui nous suivent considèrent aussi que les voies de la politique sont aussi insondables que celles de Dieu. Nous, quand nous analysons sur base des principes des sciences politiques, nous analysons sur base des principes de sociologie politique, etc. Donc, c'est vrai que le président dispose des réalités que les analystes n'ont pas. Mais à mon humble avis, je considère que le président de la République devait utiliser un pouvoir spécial que la Constitution lui donne, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que le président, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, jouit d'un pouvoir qu'on appelle le pouvoir d'arbitrage. Deuxièmement, le président est le gendarme disciplinaire en tant que leader numéro 1 de l'Union sacrée. Donc, à mon humble avis, le président devait profiter du désaccord entre les trois personnalités, Mbosso, Bahati et Kamere, pour imposer une autre personnalité. Par exemple, le président pouvait proposer une femme, la désignation d'une femme, comme il l'a fait au poste de Premier ministre, devait avoir le soutien de l'ensemble de la population, y compris de l'opposition, parce que le président a un argument de dire le régime des hommes a échoué dans la plupart des cas, essayons avec les femmes. Et ça devait créer la calmie et ça devait lui permettre d'avoir le contrôle entier de la situation. Donc, vous voyez la sagesse du président de la République en soutenant invisiblement Vital Kamerhe, puisque juste quand Vital Kamerhe a été élu, il est venu présenter ses civilités, s'il faut peut-être que je le dise ainsi, au président de la République. Et voici comment le président l'accueille. C'est pour la première fois. Il confirme déjà, avec joie, qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Je vous invite à l'écouter. L'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu. Un moment, Eric, vous avez vu que le président l'accueille avec joie, en l'appelant à son titre, bienvenue, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Ça cache quelque chose? Bon, là, il faut considérer que, n'oublions pas que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions et c'est lui qui a demandé que les 3 personnalités puissent compétir devant les députés. Mais il faut préciser que si le président avait réellement l'intention d'organiser la compétition ou la compétitivité, il aurait, le principe devrait être le même, par exemple, pour le poste de Premier ministre. Pour le poste de Premier ministre, par exemple, il y avait plusieurs personnalités. N'oublions pas que Kamere était aussi candidat au poste de Premier ministre. Mais le président a nommé d'autorité une personnalité en utilisant son pouvoir discrétionnaire. Et vous allez voir aussi qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas que le poste du président de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres postes. Il y a 7 postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale, mais tous les autres postes ne sont pas ouverts
ne sont pas ouverts à la compétition. C'est-à-dire que les plateformes, puisque le bureau provisoire a déjà organisé la répartition des différents postes. Donc, les plateformes, on sait par exemple que l'UDPS, qui est le parti majoritaire, la principale force à l'Assemblée nationale, aura tel poste, les alliés auront X, Y postes. Donc, il n'y a pas de compétition. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est tout simplement une tactique, mais on va voir dans les jours, les mois, les années à venir, qu'est-ce que cette tactique va donner comme résultat, puisqu'il faut savoir que le bureau actuel de l'Assemblée nationale a des enjeux par rapport à la situation politique, par rapport aux objectifs que le gouvernement actuel et le président poursuivent pour le deuxième quinquennat du chef de l'État. Alors, il y a plusieurs interrogations. Je pense que, Eric, vous êtes là pour éclairer l'opinion sur ce qui se raconte tout bas. Aujourd'hui, nous sommes là pour en parler tout haut. C'est-à-dire que en acceptant, certaines personnes disent ça, en acceptant que Vital Kamerhe accède à l'Assemblée nationale, le président a confirmé qu'il ne changera pas la Constitution pour peut-être tenter un troisième mandat. Ça, c'est à écarter. Et c'est le respect de l'accord privé signé à Nairobi que après Tshisekedi, Vital Kamerhe pourra aussi diriger les pays. Ça, c'est de deux. Et de trois, vous avez confirmé dans votre enquête qu'il y a quelqu'un qui a trahi le président de la République, même si le président est en train de faire quelque chose du genre « je vais respecter mon accord personnel avec Vital Kamerhe », mais les partis ne comprennent pas ça. Et vous accusez Augustin Kabouya. Avant d'y arriver, vous pensez que c'est une voie, un boulevard aujourd'hui, ouvert par le président de la République à l'endroit de Vital Kamerhe pour prendre le pouvoir comme son dauphin en 2028 et respecter ainsi l'accord de Nairobi? Bon, en fait, il y a deux enjeux principaux. Hein. Oui. Le nouveau président, en fait, il faut dire que Kamerhe n'est pas encore président de l'Assemblée nationale, mais rien ne l'empêche de devenir président puisqu'il est le candidat unique. Candidat unique pour l'instant pour l'Union sacrée, oui. Oui, de l'Union sacrée qui a plus de 300, plus de 400 députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rien ne va l'empêcher de devenir président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Des deux, il faut considérer qu'il y a deux enjeux principaux que le bureau de l'Assemblée nationale aura. Le premier enjeu, c'est la modification ou le changement de la Constitution. La Constitution actuelle mérite d'être changée ou d'être modifiée. Pas forcément les articles qu'on appelle les articles intangibles. Intangibles. Vous voyez par exemple le temps fou que la mise en place du gouvernement prend. C'est à cause de cette constitution qui met en place une procédure très lourde. C'est-à-dire que même si on ne parle pas des articles verrouillés, mais on doit modifier cette constitution. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est la présidentielle de 2028. C'est-à-dire que vous avez vu, Vital Kamerhe a quand même prononcé certaines petites phrases. Et l'une de ces phrases, c'est il a dit « la loyauté n'exclut pas l'efficacité ». Ça, c'est la première phrase qu'il a prononcée une fois qu'il était élu candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée. Et quand il était reçu par le chef de l'État, il a prononcé une autre phrase, puisque lorsqu'on analyse les faits politiques, il faut regarder dans le détail. Et là, il a dit que le président de la République a permis qu'il y ait un bel exercice de la séparation du pouvoir. C'est-à-dire, il a bien précisé la séparation de pouvoir dans le sens de Montesquieu, c'est-à-dire d'un côté le gouvernement et de l'autre côté l'Assemblée nationale ou le Parlement. C'est là où il y a un véritable enjeu qui va se jouer, c'est-à-dire que ces phrases peuvent être interprétées de l'une ou de l'autre façon, c'est-à-dire
il peut être loyal en suivant le président dans ses désirs, dans ses choix de gouvernance, mais il peut aussi rééditer les choix de son attitude de 2008 en disant il y a un mandat, le mandat du député était un mandat impératif, était un mandat non impératif, c'est-à-dire vous soutenez quelqu'un, mais il n'est pas obligé d'être reconnaissant, puisque il peut jouir de son pouvoir du mandat impératif pour ne pas vous suivre dans vos choix. Alors, quand Vital Kamerhe est élu, avant peut-être de chuter par rapport à vos accusations à l'endroit de l'UDPS, vous voulez administrer une leçon dans votre journal, on va en parler tout à l'heure, mais Vital Kamerhe a parlé, et dans son parler, j'ai retenu 2 mots très importants. Je vous invite à suivre aussi ça, et je reviens là-dessus, et peut-être pour votre analyse, pour comprendre qu'est-ce que Vital Kamerhe a voulu dire exactement. Alors, je vous partage ça, et je vais vous rappeler les mots sur lesquels il insiste, et peut-être ça peut vous donner une idée claire quelque part. Alors, écoutons les premières paroles de Vital Kamerhe juste après les élections. Je reviens à vous. Il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, il passe par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas? Ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires? Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe Mbosso Bahati, Kamerhe Mbosso Bahati, ce n'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitterrand avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines... Alors, Eric, je reviens à vous. Ouais. Vous avez suivi Vital Kamerhe qui est très clair. Il dit, je n'ai jamais demandé d'être président de l'Assemblée nationale. Ce que je suis est le choix du président de la République. Je pense que ici, Vital Kamerhe montre ou répond à tout le monde qui se déchire les habits aujourd'hui. Pourquoi lui? Alors que c'était les choix, et c'est confirmé, c'est les choix du président de la République. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si réellement c'était les choix du président de la République, Kamerhe évoque ici 2 problèmes. Il mérite d'être au Parlement pour, 1, l'enjeu qui se retrouve au niveau de la région de Grand Lac, qui n'est autre que la guerre nous imposée par les Rwandais. Or, le président, connaissant cette réalité, a souhaité que Kamerhe soit au Parlement. Kamerhe qui est porteur d'une solution pacifique, c'est notamment l'œil du cyclone. C'est-à-dire, pas la violence, pas la guerre pour résoudre la question de la région de Grand Lac, mais plutôt les dialogues Rwanda, Ouganda, RDC. Donc, le président de la République va s'inscrire dans cette logique pour résoudre la question de l'Est avec l'appui de Vital Kamerhe au Parlement. Je pense que peut-être je suis dans ce que Veka a dit. Donc, peut-être d'ici là, le président de la République va lâcher la prise pour dire on peut discuter selon
son représentant au Parlement, qui va aussi avoir l'appui des autres élus. Et la troisième des choses, Vital Kamerhe insiste en disant que ce n'est pas une surprise pour lui pour être à la présidence. Mitterrand avait fait 21 ans, il est temps aujourd'hui pour lui. Si on parle de la présidence pour lui, ce n'est pas une surprise. Les temps qu'il a parcourus, son parcours mérite aujourd'hui qu'il soit à la présidence. Ici, je ne vois pas la place de l'UDPS. Donc, je peux revenir par rapport à votre analyse que l'UDPS est en train de courir en se grattant aux pieds, alors elle n'ira pas loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma réflexion que tout ce qui se passera au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est validé par le chef de l'État? Je vous donne la parole. Bon, moi, je pense, à mon humble avis, que VK, il enviait plus le poste du Premier ministre et le président a nommé une autre personnalité d'autorité. Et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, le fait qu'on ait organisé les primaires montre que le président n'avait pas de candidat, puisque le Vital Kamerhe est libre de déclarer ce qu'il déclare, mais je dis que le président de la République dispose d'un pouvoir arbitral et puis il est aussi le gendarme disciplinaire au niveau de l'Union sacrée. C'est-à-dire, je ne vois pas quelqu'un qui pouvait s'opposer si le chef de l'État avait dit mon candidat c'est X. Vital Kamerhe, par exemple. Si le président avait dit mon candidat c'est Vital Kamerhe, les primaires n'auraient pas eu lieu, puisqu'il faut savoir que ces primaires qui viennent d'avoir lieu contribue aussi à la perte de temps, puisque les jours qu'on a organisé les primaires, on aurait dû organiser directement la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, puisqu'on a un problème de temps. Donc pour moi, je considère que Vital Kamerhe est allé compétir au même titre que les deux autres challengers qui ont compéti. Il n'était pas question qu'il soit le candidat du président de la République au perchoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si il veut se présenter aux élections de 2028, d'abord, il faut considérer que c'est son droit, puisque c'est le droit de tout citoyen congolais, oui, dans un système démocratique, puisque les personnalités, parfois, ils se présentent comme candidats indépendants, puisque n'oublions pas que même les élections du bureau de l'Assemblée nationale, du président du bureau qui vont se présenter, Mbosso ou Bahati peuvent se présenter encore en tant qu'indépendants. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, puisqu'il faut considérer que l'Union sacrée n'est pas homogène, je me retire. Non, l'Union sacrée n'est pas légalement, c'est un fait privé, n'est pas légalement constituée. C'est-à-dire Mbosso ou Bahati peuvent dire ok, c'est bien, on a échoué aux primaires organisées dans le cadre de l'Union sacrée. Moi, je viens me présenter comme candidat indépendant. Et c'est du point de vue de droit. C'est possible aussi? Oui, du point de vue de droit. Du point de vue de droit, c'est possible que le jour, puisqu'on n'a pas encore organisé les élections des membres du bureau. Donc, si on organise, le jour qu'on va organiser, puisque maintenant, Vital Kamerhe est le seul candidat de l'Union sacrée. Mais Mbosso ou Bahati peut dire, l'un des deux peut dire, moi je me présente comme candidat indépendant. N'oublions pas qu'en 2018, Modeste Bahati voulait se présenter comme candidat à la présidence du Sénat, alors que Joseph Kabila, puisqu'il avait quand même, lui, il avait des députés, Joseph Kabila a soutenu la candidature de Tambo Mwamba qui n'avait pas de parti politique. Puisque Tambo Mwamba était membre du PPRD, il n'était pas le chef du parti politique. Modeste Bahati, en tant que chef du parti et de la coalition AFDC, avait plusieurs députés à l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Ce qui lui permettait, ce qui lui donnait les droits, qui lui donnait la préséance de se présenter comme président du Sénat. Mais comme il n'était pas soutenu dans le cadre de la coalition FCC, il s'était entêté, il n'avait pas obéi le mot d'ordre du chef de file du FCC à l'époque, Joseph Kabila. Il s'était présenté comme indépendant. Malheureusement, il était battu par Tambo Mwamba. Vous voyez, donc c'est quand même une jurisprudence qui montre que
Bon, je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est un scénario possible du point de vue des droits. Alors, maintenant, donc, Kamere peut se présenter aux élections. Il n'a pas commis un péché en 2028, même si oui. Peut-être il y a des gens qui pensent que non, ce n'est pas possible, ainsi de suite. Alors, il évoque la question des Mitterrand et c'est clair que maintenant là, il voit son boulevard grandement ouvert pour la présidence. Et alors, pourquoi vous accusez l'UDPS dans ces scénarios ici? Bon, en fait, il faut savoir, HK, aussi qu'en politique, les alliances se font et se défont. C'est-à-dire que certains analystes pourraient même considérer que la coalition cash n'existe plus, puisque la coalition cash était créée dans le cadre de la compétition électorale de 2018, après l'incident de Genève. Donc, lorsque l'Union sacrée est née, l'Union sacrée a mis fin non seulement à la coalition cash, mais aussi à la coalition FCC cash. Donc aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Donc il y a eu la nouvelle configuration politique, le nouvel ordre politique qui avait été mis en place par le président Félix Tshisekedi. Donc demain, Vital Kamerhe peut se prévaloir en disant, puisque cash n'existe plus, nous n'avons aucun engagement, je suis libre et que le président Tshisekedi est à son deuxième et son dernier mandat. Du point de vue de la Constitution, Vital Kamerhe a bien le droit de se positionner pour être candidat aux élections de 2018. Là où l'UDPS a baissé la garde, c'est parce que Vital Kamerhe, il est, comme je disais dans l'introduction, l'allié personnel du président de la République, mais en tant que président de l'UNC, il est l'adversaire. Donc, l'UNC et l'UDPS sont des partis adversaires. Donc, adversaire ne signifie pas ennemi. Et comme on sait qu'en politique, il n'y a pas les amis de toujours et les ennemis de toujours, ça veut dire que l'UNC a le droit demain de dire la coalition cash n'existe plus. Nous nous présentons aux élections de 2028 à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la présidence de la République. Et puis aussi, Vital Kamerhe, en tant que président de l'Assemblée nationale, pourrait s'opposer à certaines réformes, pourrait s'opposer à certaines modifications de certains articles. Oui, effectivement, s'il voit que ça va dans le sens de l'empêcher à ne pas briguer la présidence en 2028, il ne va pas accepter ça. Oui, et c'est son droit aussi, parce que le rôle du Parlement, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'exécutif. C'est-à-dire que si des ordres viennent, par exemple, de l'exécutif, il faut savoir que le président de la République est le chef de l'exécutif qui dirige la présidence et le gouvernement, qui dirige concomitamment avec le Premier ministre. C'est-à-dire que le rôle du Parlement, c'est de contrôler de manière indépendante. L'Assemblée nationale est l'organe suprême du contrôle du gouvernement, même de la présidence, pas du président, de la présidence de la République et des autres institutions de la République. Ça veut dire que Vital Kamerhe se met dans une bonne posture pour s'opposer à certaines réformes qu'il juge ne pas être de manière à garantir ou à préserver ses intérêts, puisque en politique, tout parti cherche à conquérir le pouvoir. Alors quel est le mal que l'UDPS a commis? L'UDPS, en tant que parti majoritaire... Il y a quelqu'un qui nous dit ici, est-ce que, M. Eric, êtes-vous en train de nous dire que l'UDPS va disparaître? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Oui. J'ai dit que l'UDPS, en tant que principale force à l'Assemblée nationale, avait même le droit de briguer, de diriger ce poste. Rappelez-vous qu'en 2018, le PPRD s'était accaparé de tous les postes. Pourquoi? Puisque le PPRD, qui n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, en tant que principale force politique au sein du FCC,
le PPRD s'était accaparé tous les postes. Ils étaient à la fois à la présidence de l'Assemblée nationale et à la présidence du Sénat et à la tête du gouvernement. Rappelez-vous le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, dirigé par Yulun Kamba du PPRD, Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale du PPRD, M. Tambwe Mwamba, président du Sénat du PPRD. L'UDPS avait le droit, en tant que principale force politique, de diriger l'Assemblée nationale, mais je pense que Augustin Kabouya ne comprend pas très bien les enjeux électoraux. Comment ça? Ah, mais la preuve, mais vous avez les résultats. C'est quoi les résultats d'après vous? Mais les résultats, ils n'ont pas ils ont laissé. D'abord, l'UDPS, à mon humble avis, il a eu 69 députés à l'Assemblée nationale sur 500. C'est peu. En son temps, le PPRD avait plus de 100. Donc, l'UDPS pouvait faire mieux, que le PPRD pouvait tirer. Il pouvait faire mieux, peut-être avec 150 ou 200 députés uniquement de l'UDPS. Uniquement de l'UDPS. L'UDPS a fait 69 députés, moins de 100. C'est un score mitigé. Ça, c'est le premier signe, le premier symptôme qui me montre que Augustin Kabouya ne comprend pas très bien les enjeux électoraux. Et le deuxième symptôme qui me montre, c'est le fait qu'ils ont laissé la présidence de l'Assemblée nationale leur échapper. Et pourtant, c'est là où... C'est la plaque tournante qui pouvait bien garantir leur survie politique après 2028. Donc moi, je vous donne totalement raison. Avant de parler de la survie politique après 2028, il faut parler de la mise en œuvre du programme, du projet des sociétés du président de la République lors de son deuxième quinquennat ne sera possible que grâce à la qualité des lois qui seront votées. Et il faut savoir que si l'UDPS, si Augustin Kabouya et les directoires de l'UDPS ne comprennent pas très bien les enjeux, au niveau des commissions, puisqu'on va mettre en place les commissions au niveau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe maîtrise bien ces enjeux-là, maîtrise bien ces arcanes-là, il y aura certaines commissions très importantes qui vont échapper à l'UDPS dans sa complaisance. Il ne faut pas oublier que Augustin Kabouya est parmi les personnalités qui suivent le président. Quand le président se déplace dans tous ses déplacements, Augustin Kabouya, au lieu de rester dans le bureau, travailler, organiser les stratégies, moderniser les partis, réfléchir sur les enjeux électoraux, sur les enjeux politiques, Kabouya est partout où il y a le président comme un agent du protocole. Comme un agent du protocole, je pense qu'il y a un véritable problème au niveau du leadership de l'UDPS. Alors là, je comprends donc que la phrase « les partis politiques ont la mission de conquérir les pouvoirs et une fois les pouvoirs conquis, ils les gardent pour toujours. » Le plus longtemps possible. Donc, cette phrase, en 2028, l'UDPS ne sera pas en mesure de la prononcer comme ça. Bon, il y a... Non. Puis elle peut arracher le pouvoir, ce n'est pas aussi pour les lâcher. Là, il y aura plus d'accord avec l'UDPS pour la deuxième fois ou deuxième tour. Non, Ashka, attention. Il faut préciser. Attention, là, il faut préciser que le président de la République détient une arme nucléaire dans ses mains. C'est-à-dire que si le bureau de l'Assemblée nationale cherche à provoquer un bras de fer entre le gouvernement, puisque le titre de notre émission, c'est l'énigme du duel... L'énigme entre les deux personnalités. Oui, l'énigme du duel Kamerhe et Judith Souminois. Il faut savoir que si le bureau de l'Assemblée nationale cherche à créer un bras de fer entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République détient l'arme nucléaire. Donc il y a une crise qui est la dissolution, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, rien n'est perdu pour l'UDPS. L'UDPS a encore cette arme nucléaire qui est entre les mains du chef de l'État.
de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de crise majeure. Et la crise majeure, c'est le président de la République qui détermine. Il n'y a pas des éléments constitutionnels, il n'y a pas des éléments légaux qui permettent de déterminer, qui permettent de définir qu'est-ce qu'on entend par la crise majeure. Je vais donner un exemple. Constitution ici, donc le président peut se réveiller un jour, il dit, vu ça, je constate une crise et je dissous l'Assemblée nationale. Je vais donner un exemple ou peut-être même deux exemples. Supposons que Madame Judith se présente, Madame Judith Soumino Toulouka se présente devant l'Assemblée nationale pour l'investiture, pour l'adoption du programme du gouvernement et l'investiture de son équipe gouvernementale, et que l'Assemblée nationale rejette. L'Assemblée nationale peut dire, bon, nous ne voulons pas de tel ministre, tel ministre, tel ministre. Madame Judith part, il se concerte avec le chef de l'État. Le chef de l'État dit non, tu repars avec la même équipe. S'il revient la deuxième fois, l'Assemblée nationale rejette, le président peut considérer ça comme une crise majeure. Ouais, le président peut considérer ça comme une crise majeure. Le deuxième exemple, c'est le budget. Le gouvernement peut venir avec un budget et l'Assemblée nationale considère que non, c'est un budget complaisant, il faut ajouter, puisque le gouvernement mobilise les recettes. C'est le gouvernement qui connaît la capacité de la pression, par exemple, fiscale ou des différentes sources de revenus. Alors, si l'Assemblée nationale s'oppose de manière significative et que le président de la République ou soit la première ministre qui est en symbiose avec le chef de l'État revient pour la deuxième fois à l'Assemblée nationale la renvoie encore, le chef de l'État peut considérer ça comme une crise majeure et signer l'ordonnance de dissolution. Qu'est-ce qui se passe quand le chef de l'État signe l'ordonnance de dissolution? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'ordonnance est lue, comme la porte-parole a l'habitude de le faire, ou on peut envoyer cette ordonnance à une journaliste lors d'un journal télévisé, et lorsque cette ordonnance est lue, la police nationale encercle le palais du peuple. L'Assemblée nationale, personne n'y entre, personne ne sort. Il n'y a ni l'entrée ni la sortie. Donc, il faut faire attention. Je comprends, je pense que c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions, chers amis? On évolue, on prend la deuxième partie, c'est la sortie du gouvernement. Alors là, vous avez fait beaucoup de prophéties et beaucoup d'analyses. Nous décryptons aujourd'hui la situation politique en RDC. Vous qui nous avez pris peut-être en cours, nous avons évoqué d'abord l'élection du président Vital Kamerhe wa Kaningini comme candidat unique à l'Assemblée nationale pour diriger cette grande institution. Et maintenant, tout est bloqué depuis maintenant près d'un mois, depuis que la première ministre a été nommée. Alors, Eric, je reviens à vous. Vous avez publié ces journaux dans lesquels vous avez fait de révélations graves. Pourquoi les gouvernements traînent? Et vous donnez même cette recommandation, comment on appelle ça? Cette condition dans les choix. Oui, sept critères que nous appelons 7 indicateurs, nous les appelons, ce sont des indicateurs de performance. Alors, allez-y, qu'est-ce que vous voulez nous dire et qu'est-ce que vous regrettez de ces retards? Pourquoi vous regrettez de ces retards de la sortie du gouvernement? Bon, d'abord, il faut préciser, avant d'analyser les 7 indicateurs clés de performance que nous avons présentés, qui pourraient permettre au gouvernement de Mme Judith Soumino d'être performant s'il prend en compte ces critères, ou permettre à ce gouvernement d'être défaillant s'il ne prend pas ces critères, il faut d'abord expliquer à ceux qui nous suivent quelles sont les étapes qui restent encore dans la mise en place de ce gouvernement pour le rendre opérationnel, puisqu'il y a encore des étapes qui restent. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 au Congo, en Australie, c'est déjà le 25. Donc, Madame la Première ministre a été nommée le 1er avril. Ça veut dire pratiquement un mois. Si nous étions au mois de février,
dans 4 jours, ça sera un après mois la fin du mois. Depuis que Madame la Première ministre est nommée et il n'y a pas encore la nomination des membres du gouvernement. Et quelles sont les étapes qui restent? Quelles sont les étapes qui restent? Oui. Lorsque Madame la Première ministre va nommer son gouvernement, elle va se présenter, lorsqu'il y a le bureau définitif à l'Assemblée nationale, elle va se présenter avec son gouvernement à l'Assemblée nationale pour l'investiture et la validation. Dès que cette étape finit, puisqu'il faut dire d'abord qu'elle va d'abord présenter les ministres auprès du chef de l'État, et le chef de l'État va utiliser son pouvoir discrétionnaire. On ne sait pas si le chef de l'État va valider toute la liste que la Première ministre va présenter. Ça, c'est encore une étape. Une fois que cette étape finit, on a le gouvernement nommé par ordonnance présidentielle. La Première ministre va amener son équipe, toute son équipe à l'Assemblée nationale. Et une fois que l'Assemblée nationale valide cette équipe ainsi que le programme du gouvernement, la Première ministre va revenir. Il y aura maintenant remise et reprise. La remise et reprise avec les ministres sortants actuels ne se fera qu'après l'investiture à l'Assemblée nationale. Et dès que cette étape-là finit, on sait d'habitude au Congo, après on va vous dire que non, les ministres qui sont partis, puisque souvent quand ils partent, ils prennent même les moquettes, les chaises, les bureaux, les fardes, les feuilles, ils prennent etc. tout. Les véhicules, même les ordinateurs, même les imprimantes, ils les amènent. Oui, ils partent avec tout. Et le nouveau gouvernement, les nouveaux ministres qui entrent en fonction ne peuvent pas travailler tant qu'il n'y a pas un budget qui sera donné pour que eux, à leur tour, ils achètent des chaises, des moquettes, des ordinateurs, etc. Et une fois que cette étape finit, on franchit cette étape, il y a une ordonnance qu'on appelle ordonnance d'attribution. Ordonnance organisant attribution. Attribution de chaque ministère, oui. Oui, de chaque ministère. Et cette ordonnance, tant que cette ordonnance n'est pas signée, les ministres ne peuvent pas nommer, ne peuvent pas signer des arrêtés nommant les membres des ministères. Des cabinets, ainsi de suite. Et peut-être pour vous compléter, cette ordonnance pour le gouvernement passé a fait pratiquement 3 mois. Oui, cette ordonnance, selon les expériences passées, en tout cas, n'intervient jamais en dehors d'un mois. C'est toujours au-delà de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand vous allez dans les ministères, vous trouvez des conseillers ministériels en train de dormir, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, puisqu'ils ne se considèrent pas. Puisque ce qui se passe dans les ministères, il faut que le peuple congolais s'habitue avec la manière dont les institutions fonctionnent, puisque si vous ne connaissez pas comment les institutions fonctionnent, vous ne pouvez pas jouir de votre pouvoir. Quand on dit l'article 5 de la Constitution, dit la souveraineté appartient au peuple congolais, c'est-à-dire vous avez le droit d'exiger ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Ouais. Mais pour exiger le devoir de redevabilité, vous devez savoir comment les institutions fonctionnent. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que dès qu'Éric Mwamba apprend, par exemple, que HK est nommé ministre de l'économie, Éric Mwamba, en tant qu'ami de HK, débarque à Kinshasa et s'autoproclame directeur de cabinet du ministère de l'économie. Sauf que, ce qui va se passer, c'est quoi? Tant que le président de la République n'a pas encore signé l'ordonnance organisant attribution des ministères, HK ne va pas nommer, ne va pas signer l'arrêté nommant Éric Mwamba comme directeur de cabinet. Ce qui fait que, oui, la conséquence de cette situation, c'est quoi? Quand n'importe quel usager, citoyen congolais qui vient voir Éric Mwamba dans le cadre de ses attributions en tant que directeur de cabinet, Éric Mwamba va lui dire: oh, mais tu sais que moi, je ne suis pas encore nommé, je ne suis pas encore fonctionnaire de l'État, je ne sais même pas si je serai retenu, puisque c'est possible que HK nomme quelqu'un d'autre le jour que l'ordonnance du président sera nommée. Voilà, c'est pour dire qu'on a encore des étapes. Nous sommes déjà au mois de, bientôt le mois de mai. Nous avons, puisque lorsque nous allons examiner les 7 indicateurs, nous allons voir l'indicateur 5, c'est la gestion du temps.
Donc, le temps est déjà mal géré. Donc, le gouvernement actuel, la première ministre, gère déjà mal le temps. La justification qui est donnée est que la Constitution a mis en place une procédure lourde qui ne permet pas à une première ministre qui est nommée, par exemple, comme on l'a vu dans le cas du Sénégal, ou dans les 48 heures qui ont suivi l'élection du président, le président avait déjà nommé un premier ministre et le premier ministre avait déjà nommé les ministres et les ordonnances ont été publiées. Dans les 48 heures qui suivaient, les ministres étaient déjà au travail. Ce n'est pas possible dans le cas de la RDC. Alors, Eric, là, j'ai une crainte. Je vois que le président de la République risque de perdre toute cette année sans rien faire avec son gouvernement. Et il va lui rester pratiquement 3 ans, puisqu'on ne peut pas compter la 5e année, puisque c'est une année électorale, tout le monde sera tourné vers les élections. Donc, il n'aura que 3 ans pour travailler. Cette année, il ne faut pas la compter, c'est ça? Oui, cette année est pratiquement finie, puisque bientôt nous sommes au mois de mai et c'est fort possible que jusqu'au mois d'août, le gouvernement actuel pourra commencer probablement à bien fonctionner autour du mois d'août ou le mois de septembre, avec tous les impondérables dont nous parlons, les différentes ordonnances, les différents arrêtés. Donc, il faut compter probablement autour du mois de septembre, le mois d'octobre, pour que le gouvernement de Mme Soumino commence à bien fonctionner. Là, c'est grave, hein? Ouais, c'est ça la réalité. Donc, il faut que les gens apprennent la réalité. Si les gens veulent exiger les changements, par exemple, des procédures, les changements des règles, il faut d'abord être informé sur la réalité, puisque les choses ne vont pas se passer selon vos sentiments. Les choses se passent selon les règles qui sont établies. Alors, avant d'aborder les critères que vous évoquez pour les nouveaux gouvernements, je vois tout le monde qui insiste que cette constitution soit révisée. Et c'est VK qui a la responsabilité, apparemment. En fait, il y a 2 possibilités pour modifier cette constitution. Donc, l'initiative viendra soit d'un député, soit des membres du gouvernement. Donc, ou soit la constitution donne aussi la possibilité à un citoyen congolais de recueillir 100 000 signatures. Donc, si vous prenez l'initiative, par exemple, de modifier la Constitution, et vous faites signer une pétition qui recueille 100 000 signatures, vous pouvez exiger la modification de la Constitution et vous pouvez mettre en place un lobbying qui peut permettre à modifier cette Constitution en faisant pression sur les membres du gouvernement, du Parlement. Tout le monde est déçu. Tout le monde est vraiment déçu. Je suis en train de lire les commentaires ici. Alors, revenons sur les critères, puisque Madame Judith, maintenant là, je pense qu'elle est au travail pour la sélection de ses ministres. Vous avez évoqué 7 critères. Quels sont ces critères et pourquoi ça, seulement aujourd'hui? Alors, le premier critère, je rappelle que nous appelons ça 7 indicateurs clés de performance. Donc, le premier critère, c'est la réduction de la taille du gouvernement. Alors, il y a quelques exemples dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, la population américaine est d'environ 500 millions d'habitants. Sur 500 millions d'habitants, avec 52 États aux États-Unis, le budget du gouvernement américain est de plus de 1000 milliards, 600 millions. C'est à peu près 2000 milliards, quelque chose comme ça. Je vais encore vérifier. Oui, c'est effectivement donc, le budget qui a été adopté par la Chambre des représentants cette année, c'est 1000 milliards, 600 millions de dollars américains. Et le gouvernement américain ne compte que 15 ministres. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on n'appelle pas ministres. Donc on les appelle secrétaires d'État. Oui, le gouvernement américain trouve que l'appellation ministre est trop lourde de conséquences. Donc, ils ont opté pour une appellation sobre, une appellation modeste qui consiste à dire tout simplement secrétaire d'État. Donc, ça, c'est aux États-Unis. Et je vais donner un dernier exemple, c'est en Australie. Ici en Australie, par exemple,
la superficie de l'Australie, c'est 7 millions de kilomètres carrés. C'est ça la superficie de l'Australie. Et vous avez une population d'environ 27 millions de personnes. Donc l'Australie a un grand territoire, presque inhabité, puisqu'on a une petite population, 27 millions de personnes tout simplement. Sauf que le budget annuel de l'Australie est de plus de 500 milliards de dollars et on sait que la moitié de cet argent est attribué à 3 secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et le secteur de la sécurité. C'est ce qui fait que l'Australie est l'un des meilleurs pays au monde où il n'y a pas de chômage, où il n'y a pas de sans-domicile. Donc, les 3 personnes sur 4 en Australie vivent dans sa propre maison. Donc, ils sont propriétaires des maisons. Donc, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sans-abri. Mais le gouvernement australien compte que 20 ministres. C'est-à-dire que vous avez un seul ministre qui contrôle par exemple 5 ministères, 6 ministères, ils les ont condensés. Et vous avez 7 États en Australie et la gestion du pays s'est faite au niveau municipal, c'est-à-dire que la question de ce qu'on appelle la géopolitique ne se pose pas ici en Australie, tout comme aux États-Unis, tout comme dans d'autres pays qui se développent. La composition du gouvernement est régentée par l'article 90 de la Constitution congolaise. Et cet article parle de la représentativité, mais ne détermine pas le nombre de ministères. C'est-à-dire, le président de la République peut décider d'autorité avec la première ministre qui est de son parti politique, qui est une personne qui est loyale au chef de l'État. Le président de la République peut décider d'autorité. Il n'y a aucune contrainte. Donc, le président peut décider qu'à partir d'aujourd'hui, bon, puisqu'il y a des gens qui parlent de la représentativité, ce qu'on appelle au Congo la géopolitique, mais puisque nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa, ça fait 26 provinces au total, c'est-à-dire le président peut dire donnons-nous d'un gouvernement de 26 ministres, par exemple, en raison d'un ministre par province, ça nous fait 26 ministres. Mais là, vous n'allez pas vous entendre avec VK. VK pense que la RDC est un éléphant et à la taille de cet animal, il faut... il ne faut pas comparer l'incomparable. Alors là, Bakoyouk à la tête, donc il ne faut pas s'entendre. Bon, ça c'est le sentiment de VK, c'est ce qu'il pense, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, est un légaliste. Ouais. Je rappelle qu'à l'époque de la conférence nationale, quand son père, Étienne Tshisekedi, était élu Premier ministre à la conférence nationale, il avait formé un gouvernement de 12 ministres qu'on appelait cabinet des 12 apôtres, dans lequel Lambert Mende, est-ce que tu peux inviter Lambert Mende un jour, puisque Lambert Mende était ministre dans ce gouvernement-là. Et dans ce gouvernement, il n'y avait pas de ministre de communication. Il y avait beaucoup de ministères, par exemple, qui n'existaient pas dans ce gouvernement de 12 ministres qu'on appelait le cabinet des 12 apôtres, puisque vous avez des secrétaires généraux qui peuvent aussi jouer le rôle d'autres ministères, des secrétaires généraux qui sont des fonctionnaires de l'État. Ils peuvent jouer d'autres rôles. Donc, je ne suis pas d'accord. C'est comme ce que Mzee avait fait quand il a consulté son gouvernement. Lui-même gérait d'autres ministères. C'est notamment les ministères de la Défense, par exemple. Les ministères de la Défense. On n'avait pas un ministre de la Défense. C'était lui-même qui gérait ça. Dans le gouvernement de Mzee, il n'y avait pas de Premier ministre. Il n'y avait pas de Premier ministre, oui. Oui. Donc, le président de la République était à la fois Premier ministre et ministre de la Défense, par exemple. Donc, l'article 90 ne détermine pas le nombre de ministères au Congo. Et c'est là aussi... Arrêtons de faire passer le temps pour négocier, voir ceci, écouter les caprices des uns et des autres. Oui, évoluer sur les critères. Oui, là aussi, il y a un problème, puisque quand la première ministre, par exemple, consulte les chefs des partis politiques et les forces vives sur la question de la réduction des trains de vie des institutions de l'État, là, il y a un problème, puisque
la réduction des trains de vie des institutions est réclamée par l'ensemble. Donc, c'est une question autour de laquelle se dégage l'unanimité, c'est-à-dire l'ensemble de la population congolaise et même les opposants réclament la réduction des trains de vie des institutions. Par conséquent, Madame la Première ministre ne devait pas perdre le temps à consulter les personnes qui vous réclament une chose, il faut l'appliquer tout simplement. Donc là, on peut parler du deuxième critère. Notre deuxième critère, c'est la compétence. Donc il faut rappeler que les ministres en RDC ont toujours été nommés sur base du clientélisme politique, c'est-à-dire ce sont les chefs des partis politiques qui désignent les ministres. Et les ministres sont désignés sur base soit du militantisme, soit sur base de l'affinité, l'appartenance ethnique, ou soit l'appartenance à des familles biologiques des chefs des partis politiques. Donc, nous exigeons que cette fois-ci, qu'on puisse tenir compte, ou soit aussi un autre critère qu'on applique au Congo, c'est le CV. Vous avez des gens qui viennent qui vous disent que j'ai 15 diplômes. Comment une personne peut avoir 15 diplômes? Donc, quelqu'un qui vient, il vous dit, j'ai 15 diplômes, j'ai 20 diplômes. Et il vous dit qu'il a obtenu ces 20 diplômes, ces 25 diplômes dans toutes les écoles, les universités occidentales. Vous confiez le poste à cette personne qui vous fait le terrorisme du diplôme. Finalement, toutes ces personnes-là n'ont pas d'efficacité. Donc, nous proposons que les critères de la compétence prennent en compte l'expertise que les gens ont. Quelle est l'expertise que tu as? Quelle est l'expérience? C'est quoi l'exemple de cette expertise? Oui. Oui, quels sont les résultats que tu as déjà obtenus dans ton domaine d'activité? Il ne faut pas comprendre les gens qui débarquent, qui tombent de nulle part. On vous dit il a 15 diplômes, mais aux États-Unis, il y a une notion qu'on appelle l'illettrisme secondaire. Donc, les illettrés secondaires sont des personnes qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de compétences, puisqu'ils n'ont jamais eu des résultats, ils n'ont jamais exercé, ils n'ont pas de résultats. Le troisième critère, c'est la loyauté. Alors, quand on est membre d'un gouvernement, on est dans le gouvernement pour exécuter la vision du chef de l'État, puisque la seule personne qui a été élue au suffrage universel sur l'ensemble du territoire national, c'est le président de la République, puisque même les députés nationaux ne sont pas élus sur l'ensemble du territoire. Les députés nationaux sont élus dans des circonscriptions électorales. Là, au Congo, il y a une seule personne qui est élue sur l'ensemble du territoire national. C'est sa circonscription électorale, c'est l'ensemble du pays, oui. Oui, mais pour les députés nationaux, ce sont des juridictions. Ce sont ce qu'on appelle le fief électoraux. Donc, le président de la République a comme juridiction l'ensemble du territoire national. Par conséquent, quand vous êtes nommé ministre, vous devez être loyal. Donc, vous êtes là pour exécuter la vision du chef de l'État. Donc, les promesses que le président avait faites pendant la campagne, vous êtes là. Alors, chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, comme on avait vu Mme Eve Bazaïba, par exemple, qui s'est livrée en spectacle à des médias pour dire que non, tu sais qu'elle dit. Non, quand vous n'êtes pas d'accord avec un chef de l'État, le seul endroit où vous devez manifester votre désaccord et vos arguments, c'est en Conseil des ministres. Vous ne pouvez pas les dire dans les médias, vous ne pouvez pas les dire dans la rue. Lorsque vous les dites dans les médias ou dans la rue, automatiquement, soit vous démissionnez volontairement, c'est-à-dire vous n'êtes plus en accord avec le chef de l'État, soit vous êtes contraint à la démission. Alors, notre quatrième critère, c'est le rajeunissement. Donc, nous préconisons le rajeunissement de l'équipe. Pourquoi? Puisque dans la population, il n'y a que 3 groupes. Donc, sociologiquement, la population congolaise est constituée de 3 groupes. Les enfants, les jeunes et les vieux. Les enfants et les vieux sont des groupes inactifs, c'est-à-dire ils sont passifs, inactifs, mais ce sont des consommateurs impitoyables. Donc, ils vous consomment, mais ils ne produisent pas. Seuls les jeunes produisent. Alors, quand vous avez des leaders gérontocrates tels que ceux qu'on voit maintenant, des gens qui... Ne les cite pas, tu auras des problèmes. Nous aurons des problèmes dans cette émission. Alors, nous proposons qu'au lieu de
continuer à mettre le même vieillard dans le gouvernement. Nous proposons, puisque 60%, plus de 60% de la population congolaise sont composés de jeunes et plus de 52% sont composés de femmes. Donc nous proposons que le gouvernement qui vient soit à majorité composé des femmes et des hommes. Mon dernier mot, je dirais pourquoi les femmes. Alors, 5e critère, c'est la gestion du temps. Je l'avais déjà dit dans l'introduction. Nous avons présenté à la première ministre d'utiliser le modèle de fast-food, ce qu'on appelle le fast-food, la restauration rapide. Vous voyez, pour les gens qui vivent dans des pays où il y a les fast-food, par exemple, c'est le modèle ce sont les entreprises qui génèrent des chiffres d'affaires plus que les minéraux, plus que le pétrole, plus que l'immobilier. C'est pour cette raison-là que vous voyez, tous les enfants aiment aller manger aux entreprises de fast-food. Je ne vais pas citer leur nom pour ne pas faire la publicité. Faire leur promotion. Mais puisqu'ils savent que arriver dans ce restaurant, dans 3 minutes, je suis servi, je mange et je retourne à la maison. 3 minutes même, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un fast-food, vous voyez, vous avez soit la possibilité d'entrer dans les fast-food, passer votre commande, mais soit vous avez une ligne où les voitures passent. Et la ligne là où les voitures passent, quand vous passez par cette ligne-là, vous utilisez votre carte. Donc, quand vous arrivez à la fenêtre s'ouvre automatiquement, vous sortez votre carte, vous scannez. C'est-à-dire que vous tapez légèrement la carte sur la machine, puisque avant, les cartes électroniques, on introduisait dans la machine et puis on compose les chiffres, ce qu'on appelle le PIN. Ça prenait du temps. Donc, les économistes, ils se sont dit il faut gagner le temps. Donc, l'enjeu, lorsqu'on fait la gestion du temps, est un facteur déterminant dans la rentabilisation des sociétés. Un pays doit être géré, donc la rentabilité d'un pays doit être calculée par seconde, par minute, par heure. Vous voyez, quand vous arrivez dans le fast-food, vous arrivez, vous entendez une voix, vous commandez, et vous progressez avec votre voiture. Donc, toute l'opération se termine dans 1 minute ou dans moins d'1 minute. Vous avez déjà la nourriture. De la commande sur l'écran, là où on vous donne le menu, à la dernière fenêtre, vous avez déjà votre nourriture. Et vous continuez le chemin. Et quand vous regardez dans les rétroviseurs, derrière vous, vous voyez qu'il y a toute une queue de voitures. Il y a toute une file. Et les gens ne sont même pas à l'intérieur du restaurant. Alors, donc, vous voulez que Madame la ministre gère le temps. Aska, excuse-moi, avant de poser ta question, il y a un élément important. L'absence de fast-food dans un pays est un indicateur de la défaillance économique dans ce pays-là. Quand vous arrivez dans un pays, vous voyez qu'il n'y a pas les plaques là, les grandes plaques qu'on voit des fast-food, les fast-food dans chaque quartier. Ça montre que dans ces pays-là, il y a le marasme économique. Est-ce que ça peut arriver à l'RDC? Ça peut arriver à l'RDC où la restauration rapide, vous arrivez et puis dans 2 minutes, vous êtes servi. Vous savez, il y a des restaurants où vous arrivez, on vous dit, papa, oh, avant yo. Bazaba tout. Maman, tu poses la boussala, je dois manger, je dois retourner. T'as la molongo mobile, bazaba tout rayo, puisqu'on l'a fait. Et là, c'est au tennis. Imaginez-vous que si vous nourrissez plus de 100 millions de gens dans le système de fast-food, vous allez faire des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et aussi, il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, 8 personnes sur 10 ont commencé leur carrière professionnelle dans le fast-food. Dans les fast-food. 8 personnes sur 10. Alors, nous proposons cette méthode à la première ministre de diriger son gouvernement sur base d'une méthode de gestion d'un fast-food pour lui permettre d'évaluer la rentabilité par seconde, par minute, par heure, par seconde, par heure, par semaine, par mois et par an, et que les ministres soient évalués tous les 3 mois ou les 6 mois. Un ministre
qui n'a pas de performance dans chaque 3 mois ou 6 mois soit révoqué de son poste. Non, mais ils ne sont pas évalués. Comment, dans ce système n'existe pas. On donne la responsabilité et on s'arrête là. Que le ministre se débrouille de sa manière. Et il vous fera les bilans du genre, j'ai remplacé des moquettes, vous n'avez pas vu, vous avez été de passage dans mon bureau, j'ai tout refait. Et c'est ça ce qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas suivi, il n'est pas évalué, ainsi de suite. Alors, vous avez terminé. Alors, le 6e critère, c'est l'obligation des résultats. En principe, c'est que nous proposons à Madame la Première ministre, chaque personne, chaque candidat au poste ministériel devait dire, puisque tu dois connaître le secteur d'activité, devait dire, moi je veux être ministre des Mines, voici mon plan, si je suis ministre des Mines, voici les résultats que je veux avoir. Alors, si les gens n'ont pas de résultats, ils doivent être révoqués. 7e et dernier critère, c'est la formation. La plupart des personnes, comme je l'avais dit au départ, ils viennent avec des diplômes, mais ils n'ont pas la formation. La formation, ce n'est pas le diplôme. Alors, il y a des institutions spécialisées dans le monde qui forment les ministres, qui forment les députés, qui forment les sénateurs, qui forment les chefs d'entreprise de l'État. Donc, on peut recourir à ces institutions pour recycler nos ministres de manière régulière pour que nous ayons un gouvernement performant. Voici les 7 critères que nous avons présentés à Madame la Première ministre. Vous avez raison, totalement raison, je suis d'accord avec vous. Et même Hope of Society One, il dit aujourd'hui est un jour inoubliable car je reçois des conditions économiques qui m'aident à vous remercier beaucoup pour cette belle journée. Mais je vous dis, je suis contre une condition ou un critère qui est le rajeunissement du gouvernement. Félix Tshisekedi s'est imposé ici. Je vais avoir de jeunes, je vais avoir de jeunes. Sama Lukonde était jeune. Est-ce que vous pouvez faire les bilans de Sama Lukonde? En toute honnêteté. Patrick Mouya est jeune. Yves Bokoulou est jeune. Qui autre? Ils étaient nombreux là. Nombreux. Mais les critères sont interdépendants. Les critères ne sont pas isolés. Donc, il ne faut pas isoler un critère des autres. Nous appliquons le système qu'on appelle le système en physique. Un système, c'est un ensemble de maillons, de sorte que si vous voulez comprendre le modèle d'un système, c'est la chaîne du vélo. Pour les gens qui ont déjà pédalé à vélo, sur le vélo, il y a une pièce qu'on appelle la chaîne. Alors, cette chaîne a des particules, donc on appelle les maillons. Si vous détachez une particule, donc si vous retirez un maillon de la chaîne, le vélo arrête vous ne pouvez plus pédaler. Le vélo arrête de fonctionner. Alors, si vous enlevez un jeune, mais le jeune doit être compétent, le jeune doit être ponctuel. On ne veut pas avoir des ministres qui commencent toutes les réunions officielles par « nous nous excusons du retard avec lequel », puisque au Congo, c'est comme la musique. Dans chaque réunion, on commence avec la même phrase. Oui, nous nous excusons pour les retards avec lesquels nous commençons. Et lorsque des réunions auxquelles participent des ministres, j'avais rendez-vous avec un ministre à 9 h, mais il m'avait reçu à 2 h du matin. Puisque pendant que moi, j'étais à son bureau à 9 h, lui n'était pas au bureau. Donc, il était en train de se promener. Il est venu, imaginez-vous, quand est-ce que les ministres vont respecter le temps? Vous avez, le président de la République va dans ses occupations professionnelles, vous fermez votre bureau pour les suivre. Donc, quand est-ce que vous allez gérer? Donc, il ne faut pas isoler les critères des autres. Ça, il faut un bon suivi. Ça, il faut un bon suivi et un travail. Il y a quelqu'un qui pense que seule l'expérience est le meilleur critère. C'est quand même, ça va. Un ministre qui va apprendre à gérer à partir d'un ministère, c'est tout un problème quand même. Bon, pour avoir l'expérience, il faut avoir d'autres critères que nous avons énumérés. C'est-à-dire, il faut être jeune. On ne peut pas avoir l'expérience à l'âge vieux. On commence ici en Australie, par exemple. Mais qui a eu quelqu'un qui a eu même à gérer une boutique, qui a été peut-être, qui a pu peut-être gérer une responsabilité quelque part. Il y a d'autres qui étaient, qui se promenaient peut-être ici à Kinshasa ou aux États-Unis. Ils géraient les musiciens et les autres.
Du coup, on babambie, donc un titre de ministre de tel. Quand cette personne arrive. Moi, je propose qu'on révoque les ministres tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc, s'ils sont évalués tous les 3 mois ou tous les 3 mois, on révoque. Si l'ensemble du gouvernement n'a pas de performance dans les 6 mois à venir, il faut que le premier remaniement, que les chefs de l'État fassent le premier remaniement dans les 6 mois. Si l'ensemble du gouvernement, à partir de la première ministre jusqu'en bas, il n'y a pas de résultats, vous les démettez tous, vous formez. Moi, je peux former autant de gouvernements. Tant que je n'ai pas. Vous savez, autant de gouvernements. Vous savez, le président sénégalais, il y a des modèles. Hein? L'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, lors des conseils des ministres, il corrigeait même les fautes du français. Donc, il corrigeait. Donc, on passe le temps à corriger. Laurent Désiré Kabila, quand il te donne un dossier, il donne un dossier à un ministre. Lui aussi, il préparait ce dossier-là. Quand tu reviens avec ton dossier, il sort son dossier, vous comparez. Le président de la République, John Kennedy lisait tous les journaux qui sortaient. Tous les journaux qui sortaient à Washington, John Kennedy les lisait. De sorte qu'il était l'homme le mieux informé. Quand il faisait les interviews avec les journalistes, il était plus intelligent. Mais vous allez voir chez nous, on va vous dire, vous allez à la présidence, le directeur de cabinet vous dit, vous faites les journaux, pourquoi? Puisque les Congolais ne lisent pas. Les ministres du plan, Mando Simba, m'avaient dit que tu fais les journaux, pourquoi? Puisqu'on ne lit pas, il faut faire les restaurants. Vous voyez? Donc, il faut que les dirigeants congolais puissent lire, qu'ils puissent lire les journaux qui sortent chaque matin, qu'ils puissent lire les nouveaux livres qui sortent, qu'ils puissent lire. J'ai travaillé avec des conseillers du président de la République qui me disent, tu écris toute une page, le président n'a pas le temps de lire. Non, c'est une honte. Le président de la République doit avoir le temps de lire, même si vous écrivez 1000 pages, il doit lire ça. Et puis, ça lui permet de faire la contre-expertise de ce que ses conseillers lui disent. Donc, tous ces critères doivent être interdépendants. Donc, il y a un petit problème. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui pensent que un ministre peut signer son contrat, pas pour 5 ans, mais pour 12 mois au maximum. Il est évalué à 6 mois et on lui donne encore la chance de continuer. Mais à 12 mois, si l'évaluation n'est pas positive, il est remercié. Il sait dans sa tête que mon contrat, c'est pour 12 mois. Et là, peut-être on peut les pousser à une transparence, à faire quand même, l'évaluation va venir. Donc, d'ici là, sur quoi je vais peut-être me positionner. Mais s'ils sont comme des petits dieux abandonnés, vous avez chacun son job description, allez-y. Et là, c'est très difficile. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes à la fin de l'émission. Je ne sais pas si tu vas accepter. On n'a même pas beaucoup de temps. Mais on peut faire 2 heures, puisque je vois beaucoup de questions. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des questions sur Caméré, ils ont des questions sur Judith, ils ont des questions sur les présidents de la République, ils ont des questions sur tout. Peut-être on peut prendre 5 appels. Maintenant, les gens peuvent nous appeler et nous allons terminer peut-être dans 15 minutes. Alors, Eric, vous avez la parole en attendant s'il y a des Congolais qui pensent s'exprimer sur ces sujets. La semaine prochaine, nous allons publier l'évaluation du grand journal sur le ministre Patrick Mouyaya. Je vous annonce déjà que c'est catastrophique. Donc, nous avons fait l'évaluation de Patrick Mouyaya sur 3 critères. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous publions l'évaluation de Patrick Mouyaya, puisque même si les ministres actuels ne sont pas, nous allons continuer à publier les rapports sur chaque ministère pour que vous puissiez voir que la plupart des ministères étaient catastrophiques. La semaine prochaine, nous commencerons avec Patrick Mouyaya. Mais yo, Konyata Kinshasa, si vous commencez comme ça. Ils sont devenus des patrons, ils sont en mesure de mobiliser tous les voyous de gauche à droite, et quand on vous ramasse à pied sur Victoire, c'est fini. Moi, je ne me promène plus à pied, je ne vais nulle part. Alors, donc, un moment, le téléphone est en train de s'ouvrir. Alors, donc, vous dites que vous êtes en train de faire l'évaluation de chaque ministre qui a passé du temps dans ce gouvernement ici.
Oui, la semaine prochaine, c'est Patrick Moyaya que nous avons évalué sur 3 critères, sur base des 3 critères que nous publions. Pourquoi nous avons commencé avec Patrick Moyaya? Puisque c'est lui qui parle beaucoup il parle de la redevabilité, il parle du changement de narratif. Alors, la semaine prochaine, nous publions un rapport qui démontre qu'il parle des critères qu'il a copiés, qu'il a entendus quelque part, mais lui-même, dans son ministère, rendez-vous la semaine prochaine. Ne touchez pas au détournement puisque vous n'allez pas vous entendre hein, avec ces gens-là. Vous pouvez toucher à tout. Oui, les faiblesses existent. Mais détournement, corruption, je pense que vous aurez des problèmes. Alors, le téléphone est ouvert. Je vais prendre 5 appels. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent d'abord parler et puis conclure. Et il y a quelqu'un qui dit ici, est-ce que vous faites aussi l'évaluation sur les 100 jours de caméras avant de commencer son travail au Parlement? Vous allez aussi commencer à évaluer d'abord son ministère de l'économie et évaluer le programme de 100 jours avant qu'il ne nous donne des leçons de l'autre côté. Ça va être aussi possible? Oui, tous les ministères seront évalués, y compris le ministère de l'économie va être évalué. N'oublions pas que l'UNC aura encore des ministères dans le gouvernement qui vient. Donc, on a encore du boulot à faire avec l'UNC. On a du boulot à faire avec l'UNC. Alors, je pense que AMS Bureautique qui dit « Je proposerai que chaque vieillard qui occupe un poste ministériel soit secondé par un jeune pour permettre la succession. » Et c'est possible aussi, non? Oui, c'est possible. C'est un système qui a été... Comme un bureau d'âge. Un bureau d'âge. Oui, c'est un système qui a été proposé dans d'autres pays. Par exemple, la France a proposé que dans les entreprises, on ait un chef qui est vieux, secondé par un jeune. Ça permet aux jeunes d'apprendre le travail, de bénéficier de l'expérience de ces vieux-là, mais aussi de remplacer les vieux, donc de préparer la relève. Ce n'est pas mal comme stratégie. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mamba. Et il y a aussi, semble que c'est une catastrophe aussi au niveau des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Rien n'a été fait. Ils sont restés pendant 5 ans dans des motions. On fait tomber celui-là. Les nouveaux proposent autant d'argent pour qu'il soit nommé. Et c'est comme ça, toutes les assemblées provinciales. Et les gens même exigent que la Constitution soit révisée. Et la première disposition à évacuer de la Constitution, ce sont les assemblées provinciales. Et pourquoi pas le Sénat? Le problème, ce n'est pas les assemblées provinciales. Le problème, c'est la politique de la décentralisation qui a échoué. Donc, puisque la politique de la décentralisation a été mise en place à l'époque en précipitation pour combattre Étienne Tshisekedi et à l'époque Joseph Kabila. Il y avait des facteurs qui ont justifié la précipitation de la décentralisation. C'était de combattre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila avait des problèmes personnels avec Moïse Katumbi. Il fallait dépêcher le Katanga et le Kassai. Donc, c'est ça qui avait justifié qu'on puisse faire la décentralisation et c'est cette politique de la décentralisation qui a échoué. Ce que vous voyez à travers les assemblées provinciales et le gouvernorat des provinces est une manifestation de l'échec de la politique de la décentralisation. D'accord, merci. Je pense que les téléphones nous posent problème. Nous allons nous excuser pour ceux qui tentent de nous joindre. Ce n'est pas possible pour aujourd'hui. Alors, nous allons peut-être vous donner la parole les samedis dans l'émission Masolo Kati où nous parlons de tout et de rien. Je pense que ça va être une très bonne chose. Merci, Eric Mwamba, pour votre présence dans cette émission aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore un petit mot pour terminer? Bon, un petit mot pour terminer, ça concerne Madame Judith Soumino, parce que j'ai suivi beaucoup d'analyses, beaucoup d'analystes qui disent que le problème n'est pas d'être femme ou un homme à la tête du gouvernement. J'aimerais corriger ça parce que beaucoup d'analystes et même des hommes et des femmes politiques ont dit l'essentiel, c'est la compétence. Non, j'aimerais corriger ça, c'est faux. C'est-à-dire que
Une femme ne dirige pas de la même manière qu'un homme. Donc, le leadership d'une femme est toujours différent de celui d'un homme. Pourquoi? Parce qu'un homme ne fait pas le même choix qu'une femme. Vous allez voir ça, même si vous observez au niveau familial, vous verrez que la maman ne fait pas le même choix de gouvernance, puisque la politique, c'est quoi? La politique, c'est la gestion de la vie. Ça commence au niveau d'une famille, de la rue, du quartier. Vous allez voir que les choix de gouvernance d'une femme sont orientés vers les secteurs sociaux. C'est-à-dire, vous allez voir que la femme va insister qu'on mette beaucoup d'argent dans l'éducation, qu'on mette beaucoup d'argent dans la santé, puisqu'elle connaît, par exemple, quand on parle de la maternité, quand on parle de la santé, de la reproduction, la femme sait ce que c'est. Elle sait de quoi elle parle, ouais. Oui, la femme va insister que beaucoup d'argent aille dans l'éducation, que beaucoup d'argent aille dans la santé, que beaucoup d'argent aille dans les logements. Les gens ont besoin de logements sociaux. Par exemple, la femme va insister qu'on mette de l'argent dans l'entrepreneuriat. Mais vous verrez qu'un homme insistera qu'on achète les armes. Or, c'est lorsque vous gérez bien les secteurs sociaux, c'est-à-dire vous construisez les infrastructures, vous créez les emplois, vous créez les entreprises, vous soutenez les petites et moyennes entreprises, vous créez des logements sociaux, que vous mettez fin à la criminalité puisque les gens deviennent fiers de leur pays, un pays qui leur offre tout. Les enfants vont à l'école dans de bonnes conditions. Les soins de santé, les logements, le ceci, c'est ça, c'est toute cette organisation sociale qui permet de juguler la criminalité et qui permet de mettre fin à la guerre, même à l'est du pays, puisque les groupes armés recrutent les gens qui sont au chômage. Voilà, donc j'aimerais insister que le choix d'une femme, la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, c'est un choix judicieux. Je l'avais déjà dit lorsque nous avons analysé sa nomination, mais j'insiste sur ça puisque je pense que la plupart des analystes congolais sont dans l'erreur puisqu'ils n'ont pas cette expérience. Et puis, il faut savoir que la parité est consacrée dans notre constitution. Sauf qu'il faut que les femmes fassent un effort. En dehors de la formation, il faut aussi exercer sur le terrain pour acquérir un parcours qui vous permet d'être nommé un jour à un poste de responsabilité. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci pour toutes ces informations importantes que tu nous as amenées aujourd'hui. Et nous avons été édifiés par rapport à l'avenir politique de la RDC. Et je suis convaincu que nous ferons encore appel à vous pour nous parler de la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Et là, je pense que c'est dans peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et en même temps, la composition du gouvernement qui sera acceptée par l'Assemblée nationale. Je pense que Eric, nous aurons toujours et encore besoin de vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bonne journée chez vous en Australie. Bonne nuit au Congo et partout dans le monde. Merci, merci beaucoup. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, dans cette réunion, dans cette émission, nous avons décrypté la situation à tous les niveaux. Et nous n'avons pas pris une position, je pense bien. Nous avons juste analysé la question sans y mettre des sentiments et d'émotions, puisque beaucoup de gens, nous pensons toujours à Oyazande Konangai, alors il faut Tirana Tomboka, Oyazaboye, et je pense que vous avez été satisfait de nos commentaires d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement. Je vous demande de partager aussi cette émission pour permettre aux autres qui restent encore sur leurs idées qui leur passent dans leur tête, peut-être marquées par les sentiments ethnico-tribalo politiques. Mais aujourd'hui, si vous lui partagez cette émission, je pense qu'il sera édifié après l'avoir suivi. Moi, je vous remercie sincèrement et je vous demande de rester encore avec nous. Aimez cette chaîne si vous n'êtes pas encore membre. C'est juste cliquer sur s'abonner. Vous cliquez une seule fois et vous devenez notre abonné. Alors, donc vous cliquez, vous vous abonnez et puis il n'y a pas un formulaire à remplir pour être membre de HK Today. Mais pour devenir partenaire, là,
il faut aller rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille et nous sommes encore prêts pour vous accueillir dans la famille HK Today. Alors, merci beaucoup. Julie Bambi, je vous vois toujours en noir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Julie Bambi? Merci à tous. Merci à vous, mes partenaires qui sont déjà en vert. Merci, je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je dis merci aussi à Eric. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. On protège la RDC dans son ensemble, on protège le président de la République, on protège cette émission et on protège surtout le présentateur de l'émission. À demain et bonne soirée chez vous. Au revoir. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Akati téléphone. Chers partenaires DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.gigilink.com. Nelson Yanzila Koko ya Suka Moka HK Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzame o Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Nalelio Beni Masisi Luboya Kashaba Motema Pasie Banabuna Kandae Zambe Alola Abatela Bino
Beta, 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 Matusa. Beta, Matusa, FARDC, l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama, yo, yo, JR, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Ah, Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi Okozema, Nalelio, Natondi Okotona Zakoma, Papa Nangaye, Pasusu Bakanisa Kazoto Eza Kotonga, Boye Bakalokuta, Ebo Makazoto, Nanalelio, Bolingo, Ya Papa Papa, Batela Zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo Monsanto Alléluia, que bon Nzambe Lokumu Kembo Masanjoli Ezonga na yo zakoma Natondi Okotona zakoma yo oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde Monsanto tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na Kembo. Chani zami wani, ukale batu imalelo